Le millionnaire éclata de rire en voyant Roselyne agenouillée devant la Simca 1100, immobilisée depuis 8 ans. « Cette épave ne vaut même pas 2 € et vous encore moins », provoqua-t-il devant le cercle croissant de curieux. Mais quand elle leva les yeux, les mains sales de graisse et un calme inexplicable, elle lâcha simplement. « Si je touche à ce moteur, il y aura des gens ici qui n'oublieront jamais mon nom. » Le murmure de l'assistance se transforma en silence, et personne n'imaginait ce qu'elle s'apprêtait à révéler dans cette machine endormie. « Mon ami, suis-moi dans cette histoire. Abonne-toi à Moteur et Espoir, et dis-moi dans les commentaires de quel coin de France tu regardes cette vidéo. » Roselyne a grandi dans un quartier ouvrier de Lyon, où les maisons sont simples mais les cours gardent les histoires de générations entières. La sienne a une odeur qui ne quitte jamais la mémoire. La graisse mélangée au café frais, l'huile de moteur, rivalisant avec le parfum du jasmin que la grand-mère avait planté il y a des décennies. Cette fille qui aujourd'hui a toujours les ongles avec cette petite marque de graisse, qui ne part même pas avec une brosse, a appris à marcher entre les moteurs avant d'apprendre à marcher correctement. Son grand-père, Monsieur Valentin, a travaillé 35 ans chez Renault à Boulogne-Billancourt. 35 ans, vous pouvez imaginer. Il n'était pas ingénieur, n'avait pas de diplôme au mur, mais ses mains connaissaient chaque boulon, chaque système, chaque secret de ces moteurs français qui ont été assemblés sur le sol national. Quand Roselyne n'avait que 7 ans, Monsieur Valentin la faisait déjà monter sur une caisse en bois pour qu'elle puisse voir le moteur ouvert sur l'établi de l'atelier qu'il maintenait dans la cour. « Roselyne, disait-il avec cette voix rauque de quelqu'un qui a fumé toute sa vie, ce moteur ici n'est pas juste du métal, c'est de l'histoire. C'est la sueur des travailleurs français qui ont monté pièce par pièce. C'est de l'ingénierie qui fait partie de notre peuple. » Et la petite écoutait chaque mot, comme si c'était de la poésie, les petits yeux brillants pendant que le grand-père expliquait comment chaque cylindre fonctionnait, comment le carburateur Solex dosait le carburant, comment l'allumage par rupteur créait l'étincelle qui donnait vie à ce bloc de fonte. Monsieur Valentin avait une habitude spéciale, il notait tout dans des cahiers à spirale. Ce n'étaient pas des notes ordinaires, c'étaient des secrets d'usine, des ajustements que les manuels officiels ne documentaient pas, des astuces ingénieuses que les mécaniciens de la chaîne de montage inventaient pour résoudre les problèmes d'approvisionnement, des adaptations qui fonctionnaient mieux que le projet original. Il remplissait ses cahiers avec une écriture soignée, faisant des dessins techniques à la main, des mesures exactes, des observations sur chaque modèle, chaque année de fabrication. Quand Roselyne avait 17 ans, Monsieur Valentin a eu un accident vasculaire cérébral alors qu'il travaillait sous une Simca 1100 de 1974. Il a survécu, mais est resté fragile, avec un côté du corps compromis. Malgré cela, il a continué à enseigner à sa petite fille, maintenant assis sur une vieille chaise de bureau, pointant du doigt sa main valide pendant que Roselyne exécutait les réparations sous sa supervision attentive. Ça a duré 2 ans comme ça, d'apprentissage intense, jusqu'à ce que le cœur fatigué de Monsieur Valentin s'arrête finalement une aube froide de juillet. La douleur que Roselyne a ressentie était de celles qui marquent pour toujours. Elle n'avait que 19 ans et a perdu non seulement son grand-père, mais le professeur, l'ami, le seul homme qui avait toujours cru qu'elle pouvait être une mécanicienne exceptionnelle. Dans le testament simple que Monsieur Valentin avait laissé, écrit à la main sur une feuille de cahier, il léguait à sa petite fille tous les outils, tous les cahiers techniques et la responsabilité de maintenir vivante la connaissance des voitures classiques françaises. Roselyne a repris l'atelier de son grand-père avec une détermination qui impressionnait. Alors que d'autres filles de son âge étaient à l'université ou commençaient des emplois dans des bureaux, elle passait 12 heures par jour les mains dans les moteurs anciens, étudiant les cahiers du grand-père comme s'ils étaient des livres sacrés, pratiquant chaque technique jusqu'à la maîtriser complètement. L'atelier était petit, seulement 2 baies, avec des outils anciens mais bien entretenus, un compresseur bruyant et un établi en bois taché de décennies d'huile. Les premières années ont été difficiles, mes amis.
Vous n'avez pas idée de combien de fois des clients arrivaient à l'atelier, voyaient Roselyne en bleu de travail et demandaient « Où est le mécanicien ?» Quand elle répondait qu'elle était la mécanicienne, les réactions variaient entre des rires moqueurs et des clients qui s'en allaient simplement. « Je ne vais pas laisser ma voiture entre les mains d'une fille », disait-il, comme si la compétence technique était une question de chromosomes et non d'études et de dévouement. Mais Roselyne avait quelque chose que beaucoup n'avaient pas, une vraie connaissance. Elle n'était pas une mécanicienne ordinaire qui ne faisait que changer des pièces et suivre des procédures standards. Elle comprenait l'âme de ces voitures classiques françaises, pouvait identifier un moteur 4 cylindres au son du démarrage, savait exactement quel était le couple de serrage de chaque boulon sur les Simca des années 70, connaissait les particularités de chaque année de fabrication des Renault 16, dominait les secrets des Peugeot 504 et Citroën DS. Petit à petit, discrètement, elle a construit une réputation parmi les collectionneurs les plus sérieux. C'étaient des hommes plus âgés pour la plupart, qui avaient des voitures gardées depuis des décennies et ne trouvaient personne qui sache vraiment les restaurer avec authenticité. Quand l'un de ces collectionneurs recommandait Roselyne à un autre, venait toujours le même avertissement. C'est une femme, mais ne te laisse pas tromper. Elle en sait plus sur les Simca et les Renault que 99% des mécaniciens que tu trouveras par là. Et ainsi, Roselyne a mené sa vie, modeste mais digne. Elle vivait dans une maison simple, à 3 rues de l'atelier, se réveillait à 6 heures du matin, buvait un café noir fort et allait travailler. Elle portait toujours le même type de bleu de travail bleu marine, achetait un nouveau tous les 6 mois, quand le précédent était si taché que même le lavage ne le sauvait plus. Ses mains étaient perpétuellement sombres d'huile, les ongles courts par nécessité, quelques cales stratégiques aux endroits où les outils pressaient. Elle n'avait pas de vie sociale élaborée, ne fréquentait pas les fêtes, n'avait pas le temps pour des relations amoureuses. Son monde était l'atelier, les cahiers du grand-père et les voitures qui arrivaient en ayant besoin de soins. Mais elle ne se sentait pas malheureuse, non. Elle était fière de ce qu'elle faisait, sentait la présence de M. Valentin chaque fois qu'elle ouvrait un capot et identifiait un problème que d'autres n'avaient pas réussi à diagnostiquer. De l'autre côté de Lyon, dans une réalité complètement différente, vivait Maurice Dubois. Cet homme de 51 ans habitait un penthouse de verre avec vue privilégiée sur les montagnes où le coucher de soleil peignait les sommets d'orange tous les après-midi. Mais vous savez ce qui est le plus triste? Maurice ne s'arrêtait jamais pour voir le coucher de soleil. Il était toujours trop occupé, trop important, trop riche pour perdre du temps à admirer la beauté naturelle. Maurice avait construit un empire de 340 millions d'euros dans le secteur des transports et de la logistique. Il avait commencé avec un vieux camion hérité de son père, avait travaillé comme un forçat pendant 20 ans, avait été impitoyable dans les affaires, écrasé les concurrents, profité de chaque opportunité sans regarder sur les côtés, et ça avait marché, du moins du point de vue financier. Il avait une flotte de centaines de camions, des contrats avec de grandes entreprises, une participation dans des ports et des entrepôts. C'était le type de succès qui génère l'envie et l'admiration à parts égales. Mais tout ce succès avait un prix, mes chers amis. Maurice était connu dans tout Lyon non seulement pour sa richesse, mais pour son arrogance insupportable. Il traitait les employés comme des pièces jetables, humiliait les serveurs dans les restaurants chers, manquait de respect aux voituriers, criait sur les secrétaires, avait ce type de personnalité explosive qui fait que les gens autour marchent sur des œufs, toujours avec peur de réveiller sa colère. Il collectionnait les voitures importées comme des trophées, des Porsche, des Ferrari, des Lamborghini, toutes gardées dans un garage climatisé qui ressemblait plus à un musée privé. Mais voyez l'ironie, Maurice ne comprenait rien à la mécanique. Pour lui, les voitures étaient des symboles de statut, des objets à exhiber, des façons de montrer au monde qu'il était arrivé là. Il méprisait les véhicules anciens français, les appelait des déchets obsolètes d'une époque arriérée du pays. 3 ans avant notre histoire, quelque chose de terrible est arrivé dans la vie de Maurice.
Sa fille unique, Mélanie, une belle jeune femme de 19 ans, est morte dans un accident de la route une nuit pluvieuse. Elle rentrait de la faculté quand un camion incontrôlable a envahi la voie opposée. C'était instantané, disent-ils, sans souffrance du moins. Mais la souffrance est restée entièrement pour ceux qui sont restés. La mort de Mélanie a détruit ce qui restait encore d'humanité chez Maurice. Il a divorcé de sa femme 6 mois plus tard, incapable de traiter le deuil avec elle. S'est enfoncé encore plus dans le travail, est devenu encore plus amer, encore plus cruel avec ceux qui croisaient son chemin. C'était comme s'il blâmait le monde entier pour la perte de sa fille et voulait faire payer tout le monde pour cette douleur qu'il portait seul. En mai 2023, le Cercle de l'Union, l'un des clubs les plus exclusifs de Lyon, a annoncé qu'il accueillerait l'une des plus grandes ventes aux enchères de voitures classiques du sud de la France. L'événement a attiré l'attention des collectionneurs de tout le pays. Des dizaines de véhicules rares seraient exposés sur la pelouse impeccable du club, avec des enchères qui pourraient atteindre des centaines de milliers d'euros. L'organisation de la vente aux enchères avait besoin de quelqu'un pour faire des évaluations techniques et certifier l'authenticité mécanique des véhicules. Quelqu'un a recommandé Roselyne pour la réputation discrète mais solide qu'elle avait parmi les collectionneurs. Elle a été contactée et a accepté le travail qui paierait très bien, bien qu'elle sache qu'elle serait dans un environnement où elle serait constamment sous-estimée. Le samedi de la vente aux enchères, Roselyne s'est réveillée plus tôt que d'habitude. Elle s'est douchée, s'est lavé les cheveux, a mis son bleu de travail bleu marine le plus neuf et propre, celui qu'elle gardait pour les occasions spéciales, a préparé sa mallette d'outils anciens du grand-père, chacun à sa place, a pris 3 des cahiers techniques les plus importants et est sortie de chez elle, le cœur battant. Elle savait que ce serait un jour différent, mais n'imaginait pas à quel point. Le Cercle de l'Union était absolument éblouissant ce matin de mai, mes chers amis. La pelouse était si verte et impeccable qu'elle ressemblait à un tapis de velours, avec chaque brin d'herbe à la bonne place. Des tentes blanches élégantes, stratégiquement dispersées, des serveurs en gilet circulant avec des plateaux de champagne et de canapés, et des dizaines de voitures classiques positionnées comme des bijoux en exposition. C'était le type d'événement où chaque détail criait exclusivité et argent. Roselyne est arrivée à 7 heures du matin, 2 heures avant le début officiel de la vente aux enchères. Elle a garé sa vieille Renault Kangoo de 1988 blanche, toute cabossée sur les côtés, dans une zone réservée aux prestataires de services, loin des voitures de luxe des invités. En descendant, portant sa mallette d'outils et les cahiers du grand-père, elle a senti les regards de certains agents de sécurité et employés, ce type de regard qui questionne si vous devriez vraiment être là. L'organisateur de l'événement, un monsieur de 60 ans appelé André Mercier, l'a reçu avec une courtoisie professionnelle. « Roselyne, bien que vous soyez arrivée tôt, nous avons 15 véhicules à évaluer avant midi. Vous pouvez commencer par cette Renault 16 TX jaune là, dans la première rangée. » Il lui a remis un presse-papier avec les fiches techniques de chaque véhicule et s'est éloigné pour résoudre d'autres affaires. Roselyne a commencé son travail avec la concentration habituelle. Elle a ouvert le capot de la Renault, a examiné le moteur original 4 cylindres, a vérifié les numéros de châssis, a contrôlé si les pièces étaient d'époque ou des reproductions. Elle notait tout méticuleusement, comparant avec les informations des cahiers du grand-père quand elle avait des doutes. Petit à petit, les premiers invités ont commencé à arriver. La plupart étaient des hommes d'âge moyen et plus âgés, vêtus de vêtements chers mais décontractés, ce style de ceux qui ont de l'argent mais veulent paraître détendus. Certains s'arrêtaient pour observer Roselyne travailler. « C'est la mécanicienne », demandèrent les uns aux autres avec ce ton de surprise qu'elle connaissait trop bien. « Il semble qu'ils ont engagé une fille », répondait-il entre curiosité et scepticisme. Elle ignorait les commentaires, gardait la tête baissée, concentrée sur le travail. Elle avait l'habitude. Vers 9h30, pendant que Roselyne évaluait une Peugeot 504 de 1968, elle a entendu l'organisateur André parler avec animation avec quelqu'un.
Maurice, quel honneur votre présence ici. Je ne savais pas que vous vous intéressiez aux classiques. La voix qui a répondu était grave, chargée de cette autorité naturelle de quelqu'un habitué à être obéi. Je ne m'intéresse pas, André. Ces vieilles voitures sont des déchets comparées à mes Porsche. Je suis venu seulement parce que Renault m'a traîné. Il a dit que ce serait bon pour le réseautage. Roselyne a levé les yeux rapidement et a vu, à environ 20 mètres de distance, un homme grand aux cheveux gris bien coupés, portant un pantalon social beige et une chemise blanche en lin sans cravate. Il tenait une coupe de champagne et était accompagné de 2 hommes en costume et d'une jeune femme avec une tablette à la main, clairement son assistante. Même de loin, on pouvait sentir l'aura de pouvoir et d'arrogance qui l'émanait. Roselyne est retournée à son travail, terminant l'évaluation de la Peugeot. Le prochain véhicule de la liste était le lot le plus controversé du jour, une Simca 1100 spéciale de 1976, couleur vert émeraude, avec intérieur en cuir beige. Elle s'est approchée de la voiture et a senti son cœur se serrer. Elle était pratiquement identique à la Simca que M. Valentin avait dans l'atelier quand elle était enfant. La première voiture sur laquelle elle avait appris à identifier chaque système, chaque composant. La Simca était impeccable de l'extérieur, la peinture brillait sous le soleil du matin, les chromes luisaient, les pneus à bandes blanches étaient neufs. Mais il y avait une plaque discrète sur le pare-brise. Véhicule non testé, moteur ne fonctionnant pas depuis 8 ans, enchère sous la responsabilité de l'acheteur. Roselyne a lu la fiche technique, 38 000 km d'origine, propriétaire unique, médecin retraité de Grenoble, gardé dans un garage fermé pendant 40 ans, vendu par les héritiers après le décès du propriétaire. Elle a ouvert le capot avec un soin révérencieux. Il était là, le moteur 4 cylindres, le légendaire moteur français de Simca, 1,3 litres de pure ingénierie, adapté pour le marché national. Roselyne a passé la main sur le bloc de fonte froid, sentant la texture connue. Son grand-père disait toujours que ces moteurs étaient indestructibles, qu'ils pouvaient rouler 300 000 km sans ouvrir le moteur s'ils étaient bien entretenus. Elle a commencé l'évaluation technique, testant la batterie, vérifiant les câbles, examinant le carburateur Solex double corps. Elle était tellement concentrée qu'elle n'a pas remarqué que certaines personnes s'étaient approchées pour observer. C'est alors que cette voix grave et sarcastique a coupé l'air comme un rasoir. Ils ont oublié d'appeler le mécanicien et ont envoyé la secrétaire. Roselyne s'est retournée et a vu Maurice Dubois à seulement 3 mètres de distance, souriant de cette manière cruelle que certaines personnes sourient quand elles sont sur le point d'humilier quelqu'un. Il était accompagné des 2 associés et de l'assistante, tous la regardant avec ce mélange d'amusement et de dédain. Elle s'est levée, a essuyé ses mains sur son bleu de travail et a répondu avec une politesse professionnelle. « Bonjour, je suis Roselyne Moreau, mécanicienne engagée par l'organisation pour évaluer les véhicules de la vente aux enchères. » Sa voix était ferme, mais à l'intérieur elle sentait ce serrement connu dans l'estomac, la sensation d'être jugée avant même d'ouvrir la bouche. La réponse a provoqué un grand rire de Maurice, de ceux qui font tourner la tête aux gens autour. Mécanicienne vous, ma chère, cette voiture a un moteur 4 cylindres de 1,3 litres, système d'allumage par rupteur, carburateur Solex double corps horizontal. Ce n'est pas TikTok de maquillage, c'est de l'ingénierie française des années 70. Pourquoi ne retournez-vous pas au salon de beauté et laissez le travail lourd à ceux qui comprennent? L'humiliation n'était pas seulement dans les mots, mes amis, mais dans le ton, dans la posture, dans la façon dont Maurice la regardait de haut en bas, comme si elle était une blague ambulante. Et le pire, le petit rire des 2 associés. D'accord, validant ce manque de respect absurde. Roselyne a senti le sang monter, les joues chauffées, mais a gardé son calme. « Monsieur, j'ai été engagé pour faire ce travail et j'ai la qualification technique pour l'exécuter. Si vous me permettez, je dois continuer l'évaluation. » Elle s'est retournée pour revenir à la Simca, mais Maurice a fait 2 pas en avant, se positionnant entre elle et la voiture. « Qualification technique », a-t-il répété avec du sarcasme dégoulinant de chaque syllabe. «
Dites-moi, jeune fille, savez-vous ce qu'est un collecteur d'admission? Savez-vous la différence entre l'allumage par rupteur et l'allumage électronique? Avez-vous déjà démonté une boîte de vitesse manuelle à 4 rapports une fois dans votre vie? Ou savez-vous seulement changer une ampoule grillée? La situation attirait l'attention. Maintenant, d'autres personnes s'approchaient, formant un cercle autour d'eux, environ 15, puis 20, puis 30 personnes, toutes curieuses de voir ce qui se passait. Certains semblaient mal à l'aise avec le ton de Maurice, d'autres se divertissaient clairement de la situation. Roselyne a vu certains hommes chuchoter entre eux, souriant, pariant mentalement qu'elle ne saurait pas répondre. Mais Roselyne n'était plus la fille timide d'il y a des années. Elle a regardé Maurice directement dans les yeux. « Oui, monsieur, je sais exactement ce qu'est un collecteur d'admission. Je sais que l'allumage par rupteur utilise un disjoncteur mécanique pour interrompre le courant de la bobine, tandis que l'électronique utilise un capteur à effet Hall ou à réluctance magnétique. Et j'ai déjà démonté des dizaines de boîtes de vitesse, y compris celle à 4 rapports qui équipe cette Simca que vous défendez tant sans jamais avoir ouvert le capot. » Le silence qui a suivi était tendu. Maurice a cligné des yeux, clairement ne s'attendant pas à une réponse technique aussi précise, mais les hommes comme lui ne reculent pas facilement. Il a ri de façon forcée. Elle a mémorisé quelques termes techniques sur Google, c'est impressionnant. Mais la théorie est une chose, la pratique est complètement différente. C'est alors que Roselyne a commis l'erreur de mentionner son grand-père. Mon grand-père, Valentin Moreau, a travaillé 35 ans sur la chaîne de montage chez Renault à Boulogne-Billancourt. Il a monté des centaines de ces moteurs de ses propres mains. Il m'a enseigné chaque système, chaque particularité, chaque... Maurice l'a interrompu avec une cruauté qui a fait grimacer plusieurs personnes dans l'assistance. Ah, le grand-père était ouvrier d'usine. Quelle histoire émouvante. Donc vous devez savoir changer l'huile et calibrer les pneus. Très bien. Laissez le travail lourd aux hommes qui ont vraiment étudié l'ingénierie, pas à la petite fille de métallurgiste qui a appris en regardant des vidéos sur YouTube. C'était un coup de poignard, mes chers amis. Roselyne a senti comme s'il avait craché sur la mémoire de M. Valentin, comme s'il avait réduit des décennies de connaissances et de dévouement à changer l'huile et calibrer les pneus. Elle a vu rouge pendant une seconde, les mains tremblant de colère contenue. Maurice, percevant qu'il avait un public et qu'il gagnait, a décidé d'escalader encore plus. Il s'est tourné vers l'organisateur André, qui observait tout à environ 10 mètres de distance, clairement sans savoir comment intervenir. André, avec tout le respect, mais vous mettez en risque la crédibilité de cette vente aux enchères en engageant une amatrice pour évaluer des véhicules de grande valeur. Je suggère que vous appeliez un professionnel compétent, de préférence avec un diplôme d'ingénierie mécanique, pour faire une évaluation sérieuse de cette Simca avant que quelqu'un achète une voiture morte en pensant qu'il prend une relique. L'assistance grandissait. Il y avait maintenant environ 40 personnes, toutes avec des téléphones portables à la main, certaines filmant discrètement. André était visiblement mal à l'aise, essayant de médier. Maurice Roselyne a d'excellentes références de collectionneurs sérieux. Elle a été fortement recommandée. « Par qui ?» a interrompu Maurice. « Par d'autres amateurs, par des gens qui confondent sympathie avec compétence. André, j'ai une flotte de 340 camions. Je travaille avec des ingénieurs mécaniques certifiés tous les jours. Je sais reconnaître le professionnalisme quand je le vois. Et ça, il a pointé vers Roselyne avec dédain. Ce n'est pas du professionnalisme. C'est une fille qui joue à la mécanique. » Roselyne a respiré profondément. Elle avait 2 options, partir de là humiliée ou prouver sa valeur. La deuxième option était risquée, mais la première était impensable. Elle a parlé et sa voix est sortie plus ferme qu'elle ne s'y attendait. « Vous êtes tellement confiant que je n'ai pas de compétences techniques. Pourquoi ne faisons-nous pas un test ? J'évalue cette Simca maintenant devant tout le monde et je démontre exactement ce qui empêche le moteur de fonctionner. Si je réussis à diagnostiquer le problème et à expliquer techniquement la cause, vous reconnaîtrez publiquement que vous aviez tort de me sous-estimer. » Maurice a ri d'un grand rire.
Un vrai cette fois. Diagnostiqué, ma chère, cette voiture est morte depuis 8 ans. J'ai consulté 3 spécialistes avant de venir ici aujourd'hui, tous avec plus de 20 ans d'expérience. Et tous les 3 ont dit que cette Simca a besoin d'au moins 70 000 € en pièces importées et des mois de travail dans un atelier spécialisé pour avoir une chance de fonctionner. Vous pensez que vous allez découvrir quelque chose qu'ils n'ont pas découvert. Alors vous n'avez rien à perdre en pariant avec moi, a répondu Roselyne. Et il y avait quelque chose dans sa voix maintenant, une détermination qui a fait Maurice faire une pause d'1 seconde. C'est alors qu'il a eu l'idée la plus cruelle de toutes. Il a ouvert un large sourire et a parlé fort pour que l'assistance entende. Vous savez quoi, rendons ça plus intéressant. Si vous, avec toute votre expertise de petite fille d'ouvrier, réussissez à faire rouler cette Simca morte ici, aujourd'hui devant tout le monde, je vous paie 50 000 € sur le champ. 50 000 €. Mais quand vous échouerez, et vous échouerez parce que cette voiture est complètement au-delà de votre capacité, vous devrez admettre ici, publiquement, devant toutes ces personnes, qu'une femme n'a pas la compétence technique pour la mécanique lourde et que vous avez trompé André en prétendant être professionnel. Le silence qui est tombé sur l'assistance était absolu. Certaines femmes présentes semblaient choquées par les termes du pari. Certains hommes riaient, trouvant cela amusant. D'autres semblaient vraiment mal à l'aise avec le ton misogyne de la proposition. Roselyne savait qu'elle était dans un piège. Si elle refusait, elle confirmait le récit d'incompétence que Maurice construisait. Si elle acceptait et échouait, elle n'humilierait pas seulement elle-même, mais toutes les femmes qui luttaient pour l'espace dans les professions techniques dominées par les hommes. C'était un pari impossible à gagner, conçu spécifiquement pour la détruire. Mais alors elle s'est souvenue de quelque chose que M. Valentin disait toujours dans les dernières années de sa vie, quand elle se décourageait du préjugé qu'elle affrontait. Roselyne, quand il doute de toi parce que tu es une femme, ne gaspille pas ton énergie à discuter, laisse le moteur parler, le moteur ne ment pas, le moteur n'a pas de préjugés, le moteur fonctionne ou ne fonctionne pas. Et quand tu le feras fonctionner, personne ne pourra nier ta compétence. Roselyne a regardé la Simca vert émeraude, a regardé Maurice avec son sourire arrogant, a regardé les 40 personnes attendant sa réponse et a pris la décision qui changerait tout. « J'accepte votre pari », a-t-elle dit, et sa voix a résonné dans le silence. Mais avec une condition supplémentaire. Si je fais rouler cette Simca, en plus des 50 000 €, vous présenterez des excuses publiques ici même, et vous donnerez 100 000 € à un projet de formation de femmes en mécanique automobile. Maurice n'a même pas cligné des yeux. Il était absolument certain qu'il avait gagné avant même de commencer. J'accepte vos conditions. Quand vous échouerez, je veux entendre bien fort cette admission honteuse. Il a tendu la main pour sceller le pari. Roselyne a serré cette main sentant la paume moite de Maurice et a pensé « Grand-père, aide-moi de là où tu es. Aujourd'hui est le jour de montrer que ta connaissance vaut plus que n'importe quel diplôme accroché au mur. » L'assistance a explosé en murmures excités. Les téléphones portables ont été levés. Les enregistrements ont commencé. André a essayé d'intervenir, mais Maurice l'a coupé. « Laisse André, ça va être éducatif pour tout le monde. » Et alors, il s'est tourné vers Roselyne avec ce sourire de quelqu'un qui connaissait déjà la fin de l'histoire. « Vous pouvez commencer, mécanicienne. Nous sommes tous impatients de voir votre échec. » Roselyne s'est agenouillée à côté de la Simca. Et à ce moment, mes chers amis, le monde autour a disparu. Il n'existait plus les 40 personnes qui observaient. Il n'existait plus le sourire moqueur de Maurice. Il n'existait plus la pression du pari impossible. Il n'existait qu'elle et ce moteur qui devait parler, qui devait raconter son histoire. Elle a ouvert sa mallette d'outils anciens, chacun poli par l'usage de décennies, et a commencé une inspection méthodique. D'abord, le système électrique, elle a connecté le multimètre à la batterie, 12,4 volts, bonne charge. Elle a testé les câbles, les connexions, tout propre, sans corrosion. Elle a vérifié la bobine d'allumage. Elle recevait du courant. Elle a retiré une bougie,
l'a connectée au câble et a demandé à quelqu'un de tourner la clé. Étincelle forte, bleue, parfaite. Maurice, debout à quelques mètres, coupe de champagne à la main, faisait des commentaires sarcastiques. « Regardez, elle sait où se trouve la batterie. Impressionnant. Qui aurait dit que la petite fille d'ouvrier a appris que la voiture a besoin d'électricité? Certains hommes dans l'assistance ont ri. Roselyne n'a même pas levé les yeux. Système de carburant maintenant. Elle a localisé la pompe mécanique, a actionné manuellement le levier d'amorçage. Le carburant coulait, arrivait au carburateur. Elle a retiré le filtre à air, a regardé à l'intérieur du carburateur Solex. Les papillons bougeaient librement. Les gicleurs semblaient propres. Elle a de nouveau demandé de tourner la clé. Le moteur toussait, essayait de démarrer, mais mourait immédiatement. « Ah, bien sûr !» a exclamé Maurice théâtralement. La voiture a presque démarré. Encore 10 minutes, et elle réussit à la faire tousser à nouveau. Quelle habileté extraordinaire! Plus de rire. Une femme dans l'assistance d'environ 50 ans a parlé fort. Laissez la fille travailler en paix pour l'amour de Dieu. Mais Maurice l'a complètement ignoré. Roselyne a travaillé pendant 40 minutes, a vérifié le distributeur. Le rupteur avait le jeu correct, a examiné l'avance centrifuge, fonctionnait parfaitement, a contrôlé la compression des cylindres, tout dans les normes pour un moteur arrêté depuis 8 ans. Le carburant arrivait, l'étincelle existait, la compression était bonne. Mais quelque chose empêchait le moteur de fonctionner en continu. Elle s'est arrêtée et est restée pensive, assise par terre à côté de la Simca, les mains sales de graisse, le front plissé. C'était comme si la voiture avait tous les ingrédients pour fonctionner, mais qu'il manquait un assaisonnement secret, quelque chose qu'elle devrait savoir, mais qu'elle n'arrivait pas à identifier. Maurice a interprété la pause comme un abandon. Voilà, vous abandonnez déjà. 40 minutes de blabla et rien. Admettez simplement que vous ne savez pas ce que vous faites et nous rentrons tous chez nous. C'est à ce moment, avec la pression écrasante et 40 personnes attendant son échec, que Roselyne a fermé les yeux et a laissé la mémoire l'emmener en arrière. Elle avait 12 ans, elle était dans l'atelier du grand-père et M. Valentin expliquait quelque chose sur les Simca de 1976. Elle pouvait presque entendre sa voix rauque. Roselyne, fais attention. Cette année-là, 1976, c'était l'année de la crise pétrolière, tu sais. L'usine a eu un problème d'approvisionnement de pièces. Les techniciens de Renault, des Français malins qu'ils étaient, ont commencé à faire des astuces géniales. Ils installaient des fusibles de sécurité supplémentaires dans des endroits qui n'étaient pas dans le manuel, tu comprends. Ça a sauvé beaucoup de moteurs de panne électrique, mais c'est devenu un cauchemar des décennies plus tard, quand ces fusibles grillaient et personne ne savait où chercher. Les yeux de Roselyne se sont ouverts. Fusibles secrets, protections électriques supplémentaires, non documentées. Elle a pris l'un des cahiers du grand-père et l'a feuilleté rapidement jusqu'à trouver la page. Simca 1976, fusible supplémentaire 15 ampères. Emplacement non standard. Vérifier compartiment caché. Elle s'est levée d'un bond et a ouvert la portière du conducteur. Maurice a éclaté de rire. Maintenant, elle va chercher la clé de contact sous le siège. Abandonnez, ma chère. Admettez que vous n'avez pas la moindre idée de ce que vous faites. L'assistance entière prêtait attention maintenant. Certains filmaient, d'autres simplement fascinés par le déroulement de la situation. Roselyne a commencé à examiner la zone sous le siège du conducteur. Il y avait quelque chose de différent là. Elle pouvait le sentir. Avec soin, utilisant les outils du grand-père, elle a dévissé les fixations du siège et l'a complètement retiré, révélant le plancher métallique de la voiture. Le silence de l'assistance maintenant était différent. Ce n'était plus de la moquerie, c'était de la curiosité genuine. Là, collé avec du ruban isolant jauni par le temps et caché sous une couche de la moquette originale, se trouvait un petit compartiment métallique soudé artisanalement. Ce n'était pas d'origine usine. Quelqu'un avait mis ça là après, comme un coffre-fort secret. Les mains de Roselyne tremblaient quand elle a ouvert le compartiment. À l'intérieur, parfaitement préservés dans des sacs plastiques transparents, se trouvaient des trésors qui ont fait monter les larmes à ses yeux. Le manuel de service original Simca,
pour la 1100 de 1976, en français, un ensemble de 3 fusibles de rechange de 15 ampères, 2 bougies d'allumage de réserve de marque Champion, un carburateur Solex double corps neuf encore dans la boîte scellée, et l'article le plus précieux de tous, un cahier à spirale avec des notes techniques manuscrites. Maurice s'était approché, l'arrogance sur le visage remplacée par une nervosité croissante. N'importe qui trouve de vieilles pièces dans une vieille voiture, a-t-il essayé de disqualifier, mais la voix est sortie moins confiante. Ça ne prouve absolument rien. Le moteur est mort, je vous le garantis. Roselyne a pris le cahier avec révérence et a commencé à le feuilleter. C'était comme lire un journal intime de quelqu'un qui aimait cette voiture profondément. Des notes sur les changements d'huile, des ajustements de carburateur, des observations sur le comportement du moteur par temps froid et chaud. Et puis, sur la dernière page datée d'il y a 8 ans, la révélation qui changerait tout. Octobre 2015. Le moteur ne démarre plus. J'ai testé la batterie, le carburant, les bougies, tout fonctionnel. Je suspecte que c'est le fusible supplémentaire que le mécanicien de l'usine m'a montré en 1976, celui caché derrière le tableau de bord du côté passager. Je suis trop vieux, sans force pour démonter le tableau de bord. Je laisse ces pièces de rechange pour celui qui aura la patience de réparer cette voiture correctement. Elle mérite de rouler à nouveau. Elle a été ma compagne pendant 40 ans. Docteur Armand Bertrand. Roselyne a lu à voix haute pour que tous entendent, et quand elle a terminé, il y avait des larmes coulant sur son visage sale de graisse. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de compréhension profonde. Ce médecin retraité avait aimé cette voiture, en avait pris soin pendant 4 décennies, et même quand il ne pouvait plus la réparer, avait tout préparé pour que quelqu'un de compétent puisse terminer le travail. Elle savait exactement où chercher maintenant. Elle est allée du côté passager, a ouvert la porte, a retiré la boîte à gants et a commencé à démonter une partie du tableau de bord inférieur. L'assistance était complètement silencieuse, tous les yeux collés à chacun de ses mouvements. Maurice ne faisait plus de blagues, observait seulement avec les bras croisés, le visage tendu. 15 minutes de travail précis, chirurgical. Roselyne avait de petites mains, ce qui aidait à atteindre des espaces serrés où de plus grandes mains n'entreraient pas. Et puis elle a trouvé un fusible de 15 ampères dans un support improvisé soudé à l'arrière du tableau de bord, complètement invisible à moins que vous sachiez exactement où chercher. Le fusible était grillé, le filament cassé visible à travers le verre transparent. Elle a tenu le fusible grillé en haut pour que tous voient. C'est ça qui empêchait le moteur de fonctionner. Un fusible de sécurité supplémentaire non documenté, installé par l'usine en 1976, pendant la crise d'approvisionnement. Quand il a grillé il y a 8 ans, il a coupé l'alimentation électrique d'un circuit essentiel du système d'allumage. Un ingénieur mécanique qui était dans l'assistance s'est approché, a examiné le fusible et l'endroit où il était installé et a déclaré fort pour tous. Mon Dieu, elle a raison, je travaille avec les voitures depuis 30 ans et je n'avais jamais vu ça. Moins de 5 professionnels en France auraient cette connaissance spécifique sur les astuces de ligne de production de cette année. Roselyne a pris l'un des fusibles neufs qui était dans le compartiment secret, a remplacé le grillé, a tout remonté avec soin, a vérifié les connexions. Ses mouvements étaient précis, confiants. Maintenant, elle savait qu'elle avait découvert le secret. Elle a fait les ajustements finaux au carburateur basés sur les notes du cahier du docteur Armand. Et puis, elle a marché jusqu'à la portière du conducteur. Avant d'entrer, elle a regardé Maurice dans les yeux et a dit doucement, juste pour qu'il entende. « C'est pour mon grand-père Valentin, qui a enseigné que la vraie connaissance vaut plus que l'arrogance. Et c'est pour le docteur Armand qui a aimé cette voiture, assez pour tout laisser préparer pour qu'elle vive à nouveau. » Elle s'est assise sur le siège en cuir beige, a ajusté les rétroviseurs, a mis la main sur la clé de contact. L'assistance retenait son souffle collectivement. Maurice était pâle, les poings serrés. Roselyne a tourné la clé. Le moteur a toussé 1 fois, 2 fois, et puis a rugi à la vie avec un son grave, puissant, parfaitement réglé,
comme si 47 ans d'existence n'étaient pas passés. Le ronronnement de ces 4 cylindres était de la musique pure, de la mécanique en harmonie parfaite, 1,3 litres d'ingénierie française chantant à nouveau sous le soleil. L'assistance a explosé. Applaudissements assourdissants, cris d'incroyables, des gens sautant, s'embrassant. Des hommes qui se moquaient quelques minutes auparavant s'approchaient maintenant avec respect, voulant voir le moteur fonctionner de près. Les femmes présentes pleuraient ouvertement, certaines s'embrassant, partageant cette victoire comme si elle était à toutes. Roselyne a laissé le moteur tourner pendant 1 minute, écoutant chaque cylindre travailler en synchronie parfaite avant de l'éteindre. Elle est sortie de la voiture, a fermé la porte avec soin et a marché jusqu'à Maurice Dubois. L'homme était détruit. Toute l'arrogance s'était évaporée, remplacée par le choc et l'humiliation. Il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. « Vous devez 50 000 €, des excuses publiques et 100 000 € pour le projet que j'ai mentionné », a dit Roselyne calmement. « J'espère que vous honorerez votre parole comme j'ai honoré ma profession. » Le silence qui a suivi était des plus embarrassants qu'on pourrait imaginer. Mes chers amis, Maurice Dubois, cet homme habitué à dominer n'importe quel environnement qu'il entrait, était là debout comme une statue de sel, incapable de traiter ce qui venait de se passer. Autour de lui, 40 personnes attendaient sa réaction et les téléphones portables continuaient à filmer chaque seconde de cette humiliation publique. Il a essayé de parler, la bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Il a avalé difficilement, a passé la main dans ses cheveux gris, a regardé sur les côtés, comme s'il cherchait une sortie qui n'existait pas. L'un de ses associés a chuchoté quelque chose à son oreille, lui rappelant probablement le pari fait devant des dizaines de témoins. C'est l'ingénieur mécanique de l'assistance, un monsieur d'environ 60 ans avec une barbe blanche qui a brisé le silence. « Mademoiselle, ce que vous avez fait ici est extraordinaire. Je travaille dans la restauration depuis plus de 30 ans et je n'aurais jamais identifié ce fusible secret. La connaissance que votre grand-père vous a laissée est un trésor rare, sachez-le. » D'autres dans l'assistance ont murmuré en accord et certains ont recommencé à applaudir. Maurice a finalement trouvé des mots, mais ils sont sortis faibles, sans la force d'avant. C'était de la chance de débutant. N'importe qui aurait pu, mais il n'a pas pu finir la phrase, parce que même lui savait à quel point cela sonnait ridicule. André Mercier, l'organisateur de la vente aux enchères, s'est approché avec une expression sérieuse. « Maurice, vous avez fait un pari public, des témoins, des enregistrements, tout documenté. Je suggère que vous honoriez votre parole immédiatement. » Il y avait une fermeté dans la voix d'André qui rendait clair que la réputation de Maurice, dans le milieu social de Lyon, dépendait de comment il agirait dans les prochaines minutes. Maurice a sorti son portefeuille de sa poche avec des mains tremblantes, a ouvert le carnet de chèques, a pris un stylo cher en or et a commencé à remplir. Sa main tremblait visiblement pendant qu'il écrivait les chiffres. 50 000 €. Il a signé, a arraché le chèque et l'a tendu à Roselyne sans la regarder dans les yeux. Roselyne a pris le chèque, l'a plié soigneusement et l'a rangé dans la poche de son bleu de travail. « Et les excuses publiques ?» a-t-elle demandé calmement. « Et la donation de 100 000 € pour le projet de formation de femmes en mécanique. » C'est alors que quelque chose s'est brisé à l'intérieur de Maurice. Son visage est devenu rouge de colère et d'humiliation mélangée. « C'était un pari informel », a-t-il explosé. « Je ne vais pas rester ici à faire du théâtre pour une assistance. Vous avez gagné l'argent. Soyez reconnaissante pour ça. » Il a regardé autour de lui les visages désapprobateurs et a continué avec une voix altérée. « Vous tous avez vu, c'était de la chance. Elle a eu de la chance de trouver ses notes. N'importe quel mécanicien aurait fait la même chose. Une femme d'environ 40 ans, élégamment vêtue, a fait un pas en avant et a parlé fort. De la chance. De la chance serait de trébucher et de tomber sur la solution. Elle a utilisé la connaissance technique spécialisée que personne d'autre ici ne possède. Vous êtes pathétique, Maurice. » Mais Maurice reculait déjà vers le parking,
les deux associés et l'assistante courant derrière lui. Une partie de l'assistance a hué. D'autres personnes ont crié lâche, sans parole. Il est entré dans sa Porsche Cayenne noire, a démarré le moteur et est parti à grande vitesse, soulevant le gravier du parking. Roselyne est restée debout où elle était, observant la voiture disparaître. Elle n'a pas couru après, n'a pas crié, n'a pas montré de colère. En fait, mes amis, elle semblait presque en paix. Elle avait le chèque dans sa poche. Elle avait prouvé sa compétence à des dizaines de témoins et surtout, elle avait honoré l'héritage de Monsieur Valentin. Le reste était le problème de Maurice avec sa propre conscience. André s'est approché d'elle visiblement embarrassé. « Roselyne, je vous présente mes excuses pour son comportement. C'était honteux. Je veux que vous sachiez que vous aurez du travail garanti dans tous nos événements futurs et avec un cachet doublé. » Elle l'a remercié avec un sourire fatigué et est retournée au travail. Elle avait encore d'autres véhicules à évaluer, mais quelque chose d'extraordinaire se passait en même temps. Ces 40 personnes n'ont pas gardé leurs expériences pour elles-mêmes. Les vidéos ont commencé à être partagées sur les réseaux sociaux encore pendant la vente aux enchères. Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. En quelques heures, l'histoire de Roselyne se répandait comme un feu de forêt. Le titre qui est devenu le plus viral était « Mécanicienne humiliée par millionnaire sexiste ressuscite Simca » avec connaissance qu'il appelait « truc de YouTube ». La vidéo principale, filmée par l'une des femmes présentes, montrait depuis l'humiliation initiale jusqu'au moment où le moteur a rugi à la vie et Maurice est devenu pâle de choc. En 48 heures, cette vidéo avait 5 millions de vues. Roselyne a gagné 200 000 abonnés sur Instagram du jour au lendemain. Sa boîte de messages explosait avec des propositions de travail de collectionneurs de toute la France. Des programmes de télévision voulaient l'interviewer. Des magazines spécialisés en voitures anciennes demandèrent des articles exclusifs. L'université Claude Bernard Lyon 1 a offert une bourse complète pour qu'elle étudie l'ingénierie mécanique si elle voulait formaliser sa connaissance avec un diplôme. La Simca 1100 de 1976, vert émeraude, a été vendue aux enchères quelques heures plus tard, et la dispute était intense. L'enchère initiale était de 60 000 €. Elle est montée, jusqu'à ce qu'une enchère de 180 000 € ferme l'affaire, 3 fois la valeur estimée. Et savez-vous qui a fait cette enchère, mes amis? Maurice Dubois lui-même, qui est réapparu dans les dernières minutes de la vente aux enchères et a fait une enchère agressive que personne n'a pu couvrir. Personne n'a compris pourquoi. Pourquoi un homme qui venait d'être humilié publiquement reviendrait pour acheter exactement la voiture qui avait exposé son arrogance, qui méprisait les voitures anciennes françaises et les appelait déchets obsolètes? Les gens spéculaient, commentaient, mais personne n'avait de réponse. Roselyne a déposé le chèque de 50 000 € le lundi suivant. C'était plus d'argent qu'elle n'avait vu ensemble dans toute sa vie. Elle aurait pu l'utiliser pour agrandir l'atelier, acheter de nouveaux équipements, même prendre des vacances qu'elle n'avait jamais prises. Mais elle s'est souvenue de la condition que Maurice n'avait pas remplie. Avec 20 000 € de cet argent, Roselyne a créé le Fonds Valentin Moreau, un programme de bourse d'études en mécanique automobile pour les filles d'école publique de Lyon. 3 bourses complètes par an, incluant outils, uniformes et matériel didactique. Elle a tenu à faire l'annonce publiquement sur les réseaux sociaux, marquant le profil de Maurice Dubois sur Instagram, montrant qu'elle avait rempli sa partie à lui qu'il avait refusé de remplir. La vie est revenue à la normale à l'atelier. Roselyne continuait à se réveiller à 6 heures du matin, buvant du café noir, mettant son bleu de travail usé, mais maintenant, elle avait une liste d'attente de 6 mois et a dû embaucher 2 aides, volontairement 2 jeunes femmes qui voulaient apprendre le métier. Les mois ont passé, le buzz sur les réseaux sociaux a diminué, comme cela arrive toujours. Roselyne est redevenue juste une mécanicienne exceptionnelle, faisant son travail avec dévouement, loin des projecteurs. Elle a gardé le chèque encadré sur le mur de l'atelier, pas pour la valeur, mais comme souvenir que la connaissance et la dignité valent plus que l'argent. Et la Simca,
Maurice l'a amenée dans un garage spécialisé à Paris, a passé 6 mois et 95 000 € en restauration complète. La voiture était parfaite, impeccable, comme si elle venait de sortir de la chaîne de montage en 1976. Il l'a gardée dans un garage climatisé, avec température et humidité contrôlée, mais ne l'a jamais conduite une seule fois. Chaque semaine, il allait à ce garage, s'asseyait dans la Simca, passait les mains sur le volant en cuir restauré et pleurait. Seul dans ce garage silencieux, Maurice Dubois pleurait pour des raisons que personne ne connaissait. 2 ans se sont passés ainsi, avec Maurice portant un poids que personne ne voyait. Jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, il apparaisse à l'atelier de Roselyne. Quand Roselyne a vu Maurice Dubois entrer dans l'atelier un après-midi pluvieux de mardi, elle l'a presque pas reconnu. Mes chers amis, l'homme qui était là était une ombre de cet arrogant de la vente aux enchères. Il était plus maigre, avec des cernes profonds, portant un jean simple et une chemise blanche froissée. Rien de vêtements de marque, rien de montre chère au poignet. « Pouvons-nous parler ?» a-t-il demandé avec une voix rauque. Roselyne a essuyé ses mains sur le chiffon et a fait signe pour qu'il entre dans le petit bureau au fond de l'atelier. Ils se sont assis dans un silence lourd pendant quelques secondes. Maurice a commencé à parler et les mots sont sortis brisés, douloureux. « Ma fille Mélanie est morte il y a 3 ans dans un accident de voiture. Elle avait 19 ans. Il s'est arrêté, a respiré profondément, a continué. Elle était passionnée par les voitures classiques françaises. Elle rêvait d'avoir une Simca verte, exactement comme celle de la vente aux enchères. Le grand-père paternel qu'elle n'a jamais connu en avait une identique dans les années 70. Roselyne a écouté en silence, voyant un homme se défaire devant elle. Mélanie voulait étudier l'ingénierie mécanique, vivait en regardant des vidéos de restauration, lisait des magazines de voitures anciennes, et j'ai toujours méprisé ça. Je disais que c'était de vieilles voitures, des déchets obsolètes, qu'elle devait se concentrer sur l'administration, sur des affaires sérieuses. Sa voix a failli. Nous nous sommes disputés violemment 2 semaines avant l'accident. Elle a dit que je ne la comprenais pas, que je ne me souciais que de l'argent et du statut, et elle avait raison. Maurice s'est couvert le visage avec les mains. Quand je vous ai vu à la vente aux enchères avec cette connaissance technique, cette passion pour les voitures classiques, j'ai vu tout ce que j'ai nié à ma fille. Je vous ai humilié parce que vous représentiez le rêve qu'elle avait que j'ai détruit. J'ai acheté la Simca par culpabilité, je l'ai restaurée entièrement, mais je n'ai jamais pu la conduire. J'y vais chaque semaine et je pleure dans cette voiture. Roselyne a senti sa poitrine se serrer. La colère qu'elle gardait a été remplacée par une tristesse profonde. « Pourquoi me racontez-vous cela maintenant ?» a-t-elle demandé doucement. « Parce que je veux transformer mon regret en quelque chose qui honore Mélanie, » a-t-il répondu. « Je veux créer une entreprise de restauration de voitures classiques françaises, spécialisée en Simca, Renault, Peugeot, l'appeler Restauration Mélanie, et je vous veux comme associé technique. Et 40% de l'entreprise, investissement initial de 2 millions d'euros. La mission serait d'embaucher et de former exclusivement des femmes comme mécaniciennes. » Roselyne est restée silencieuse, traitant l'information. C'était une proposition énorme qui changerait sa vie complètement, mais elle avait des conditions. Vous aurez un rôle seulement administratif et financier. Vous n'interférerez jamais dans les décisions techniques. Vous ferez des excuses publiques en vidéo qui sera diffusée sur les réseaux et vous donnerez 200 000 € à des projets de formation professionnelle féminine en mécanique. « J'accepte tout », a dit Maurice sans hésiter. « Tout. » 2 ans et demi plus tard, mes chers amis, aujourd'hui, Moreau et Dubois Restauration, Héritage Mélanie est une référence nationale. Un hangar industriel de 1000 mètres carrés à Lyon, avec 12 femmes mécaniciennes de différents âges, toutes formées par Roselyne. L'entreprise s'est spécialisée dans la restauration authentique de classiques françaises, utilisant des techniques originales et des pièces d'époque. La Simca 1100 de 1976, vert émeraude, est exposée à la réception avec une plaque racontant 3 histoires,
celle du docteur Armand qui l'a aimé pendant 40 ans, celle du fusible secret que Roselyne a découvert, et celle de Mélanie, dont la mémoire inspire une nouvelle génération de femmes mécaniciennes. Maurice a vendu ses super voitures importées et ne collectionne maintenant que des classiques françaises restaurées par l'entreprise elle-même. Il finance des bourses d'études en ingénierie mécanique pour les jeunes femmes de faible revenu et participe activement à des événements promouvant l'inclusion féminine dans les professions techniques. Sa relation avec Roselyne a évolué de l'antagonisme au respect mutuel et finalement à l'amitié professionnelle solide. Roselyne maintient l'atelier original comme espace de formation gratuite. Les cahiers de M. Valentin sont dans une vitrine en verre dans l'entreprise, honorant l'héritage qui a tout commencé. Quand on lui demande ce jour à la vente aux enchères, elle répond « Ce jour m'a enseigné que la compétence technique parle plus fort que le préjugé, que l'humiliation peut se transformer en opportunité et que même les cœurs les plus endurcis peuvent s'ouvrir quand ils trouvent un véritable objectif. » L'histoire est devenue légende dans le milieu automobile français, citée dans les écoles techniques et les mouvements d'inclusion. L'entreprise reçoit des visites de tout le pays, montrant que le respect, les secondes chances et le travail avec un but peuvent transformer des tragédies en héritage qui transcendent les générations. Aujourd'hui, l'entreprise Moreau et Dubois Restauration emploie non seulement ses 12 mécaniciennes, mais a également créé un programme d'apprentissage qui accueille chaque année 20 jeunes femmes âgées de 16 à 25 ans. Ces jeunes viennent de toute la France, certaines abandonnant des études universitaires qui ne les passionnaient pas, d'autres échappant à des situations familiales difficiles, toutes cherchant un métier qui leur donne fierté et indépendance financière. Le programme dure 18 mois et combine formation théorique le matin avec pratique intensive l'après-midi. Les apprentis apprennent non seulement la mécanique, mais aussi la gestion d'atelier, le service client, la comptabilité de base et même la photographie pour documenter leur restauration sur les réseaux sociaux. Roselyne a développé une méthode d'enseignement unique, inspirée de celle de son grand-père. Chaque apprenti reçoit son propre cahier technique, où elle doit documenter chaque réparation, chaque découverte, chaque erreur, et comment elle l'a corrigée. À la fin du programme, ces cahiers deviennent des trésors personnels de connaissances, exactement comme les cahiers de M. Valentin sont devenus pour Roselyne. Certaines de ces jeunes femmes viennent de milieux où personne n'avait jamais cru en elles, où on leur avait dit que la mécanique n'était pas pour les filles, que leurs mains étaient faites pour être propres et délicates, pas sales de graisse. Roselyne reconnaît dans leurs yeux la même incertitude qu'elle avait ressentie autrefois, et elle prend un soin particulier à leur montrer que leurs mains peuvent être à la fois fortes et féminines, sales de travail et belles de compétences. Maurice, de son côté, a subi une transformation que personne n'aurait pu prédire. L'homme arrogant et cruel qui humiliait les serveurs dans les restaurants chers est devenu quelqu'un de profondément humble. Il arrive à l'entreprise chaque matin à 7 heures avant tout le monde, prépare le café pour toute l'équipe et passe ses journées à gérer les aspects administratifs et financiers sans jamais interférer dans les décisions techniques comme promis. Il a vendu son penthouse de verre avec vue sur les montagnes et vit maintenant dans un appartement modeste à 2 rues de l'entreprise. L'argent qu'il ne dépense plus en luxe superflu est investi dans des bourses, des outils de qualité pour les apprentis et dans l'achat de voitures classiques abandonnées que l'entreprise restaure et vend. Chaque année, le 15 juin, jour de l'anniversaire de Mélanie, l'entreprise organise une journée portes ouvertes gratuite où des centaines de personnes viennent voir les voitures en restauration, rencontrer les mécaniciennes et surtout entendre des témoignages. Maurice parle toujours ce jour-là et chaque année son discours fait pleurer la moitié de l'assistance. Il raconte son arrogance passée, son aveuglement face aux rêves de sa fille, sa cruauté envers Roselyne à la vente aux enchères, et comment cette humiliation publique est devenue le meilleur cadeau qu'il ait jamais reçu parce qu'elle l'a forcé à affronter le monstre qu'il était devenu. Il termine toujours en disant que Mélanie serait fière de voir que sa mort n'a pas été vaine,
qu'elle a créé des opportunités pour des dizaines de jeunes femmes qui suivent maintenant leur passion malgré les préjugés. Roselyne, elle, reste discrète malgré sa notoriété. Elle a refusé des dizaines d'offres pour apparaître dans des émissions de télévision, des publicités de marques d'outils et même une proposition de Netflix pour faire un documentaire sur sa vie. Elle accepte seulement les interviews pour des magazines techniques ou des publications féministes qui veulent vraiment comprendre les enjeux de l'inclusion des femmes dans les métiers techniques. Quand on lui demande pourquoi elle refuse tant d'opportunités lucratives, elle répond simplement que son grand-père ne l'a pas formée pour être célèbre, mais pour être compétente, et que cette compétence parle mieux pour elle que n'importe quelle publicité. La Simca 1100, verte de 1976 dans la réception, est devenue une sorte de symbole sacré pour l'entreprise. Les nouvelles apprenties doivent toutes, lors de leur premier jour, s'asseoir dans cette voiture, lire les 3 histoires sur la plaque et réfléchir à ce que cela signifie. Certaines pleurent en lisant l'histoire du docteur Armand qui a aimé sa voiture pendant 40 ans. D'autres sont inspirées par l'histoire de Roselyne découvrant le fusible secret. Mais toutes sont touchées par l'histoire de Mélanie, cette jeune femme qui n'a jamais eu la chance de poursuivre son rêve, mais dont la mémoire permet maintenant à d'autres de poursuivre le leur. Un événement particulier a marqué l'entreprise il y a 6 mois. Une jeune femme de 22 ans nommée Camille est arrivée pour un entretien d'apprentissage. Elle était timide, regardait ses pieds en parlant et avait clairement peur d'être jugée. Quand Roselyne lui a demandé pourquoi elle voulait devenir mécanicienne, Camille a fondu en larmes et a raconté que son père, mécanicien lui-même, lui avait toujours interdit d'entrer dans son atelier en disant que c'était un endroit d'hommes. Quand il est mort d'un cancer l'année précédente, elle a hérité de tous ses outils mais ne savait pas les utiliser. Elle voulait apprendre non seulement pour avoir un métier, mais pour se sentir proche de son père d'une manière qu'il ne lui avait jamais permise de son vivant. Roselyne a vu dans Camille son propre reflet d'il y a des années, cette envie désespérée de prouver sa valeur dans un monde qui doutait d'elle. Elle a accepté Camille dans le programme immédiatement et a pris un soin particulier à la former. 6 mois plus tard, Camille est l'une des apprenties les plus douées de sa promotion, spécialisée dans les systèmes électriques des voitures classiques, un domaine particulièrement complexe. Elle a restauré entièrement le système électrique d'une Citroën DS de 1972 avec une précision qui a impressionné même les mécaniciennes les plus expérimentées. Aujourd'hui, Camille sourit quand elle travaille. Ses mains sont constamment sales de graisse et elle porte les outils de son père avec fierté, sachant qu'elle honore sa mémoire d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. L'impact de l'entreprise s'étend bien au-delà de Lyon. D'autres régions de France ont commencé à créer des programmes similaires inspirés par le modèle Moreau et Dubois. À Marseille, une ancienne apprentie nommée Fatima a ouvert son propre atelier spécialisé dans les Renault classiques et emploie exclusivement des femmes. À Bordeaux, une autre ancienne apprentie, Sophie, a créé un programme mobile qui voyage dans les zones rurales pour enseigner la mécanique de base aux jeunes filles qui n'ont pas accès à des formations spécialisées. Ces femmes citent toute Roselyne comme leur inspiration, comme la preuve vivante qu'une femme peut non seulement survivre dans un monde d'hommes, mais y exceller et le transformer. Les médias ont finalement compris que l'histoire de Roselyne n'était pas juste une anecdote virale sur les réseaux sociaux, mais un véritable mouvement social. Des sociologues étudient maintenant le phénomène, écrivent des articles académiques sur comment une seule journée, une seule confrontation publique peut catalyser un changement culturel profond. Des lycées techniques à travers la France ont commencé à utiliser l'histoire de Roselyne dans leur programme d'orientation pour encourager les filles à considérer les métiers techniques. Le ministère de l'Éducation nationale a même créé une bourse annuelle appelée le prix Roselyne Moreau, qui finance la formation technique de 10 jeunes femmes chaque année. Maurice garde dans son bureau une photo de Mélanie à 17 ans, souriante, debout à côté d'une vieille Simca qu'elle avait supplié de pouvoir restaurer, mais qu'il avait refusé d'acheter.
Il regarde cette photo chaque jour et se rappelle le prix de son arrogance, mais aussi la grâce de la rédemption. Il a récemment écrit un livre intitulé « Comment j'ai détruit ma fille et comment elle m'a sauvé de moi-même », où il raconte sans filtre son parcours de millionnaire cruel à homme dévoué à une cause qui le dépasse. Tous les bénéfices du livre vont directement au fonds Valentin Moreau pour financer encore plus de bourses. Le livre est devenu un best-seller inattendu, non pas parce que les gens aiment Maurice, mais parce qu'ils reconnaissent en lui les pires parties d'eux-mêmes et espèrent qu'eux aussi peuvent changer. L'atelier original de Roselyne, celui qu'elle a hérité de son grand-père, existe toujours exactement comme il était. Elle a refusé de le vendre ou de le transformer malgré les offres lucratives. C'est maintenant un espace de formation gratuite où elle enseigne personnellement chaque samedi matin à des filles de quartiers défavorisés les bases de la mécanique. Ces cours du samedi sont devenus légendaires, avec parfois 30 ou 40 filles entassées dans le petit atelier de 2 baies, toutes voulant apprendre de la femme qui a osé défier un millionnaire et gagner. Roselyne utilise toujours les mêmes outils que son grand-père utilisait, les mêmes établis tachés d'huile, et elle raconte toujours les mêmes histoires que M. Valentin lui racontait sur les secrets des moteurs français. Les cahiers techniques de M. Valentin, maintenant précieusement conservés dans une vitrine climatisée à l'entreprise, sont devenus des objets de vénération presque religieuse. Des mécaniciens professionnels de toute l'Europe demandent la permission de les consulter. Fascinés par les annotations manuscrites, les dessins techniques à main levée et les secrets d'usine que personne d'autre n'a documentés. Roselyne a numérisé tous les cahiers et les a mis en ligne gratuitement, créant une bibliothèque virtuelle de connaissances accessible à tous. Cette décision a scandalisé certains collectionneurs qui pensaient que ces informations devraient rester secrètes et exclusives, mais Roselyne a été inflexible dans sa décision. Son grand-père avait partagé son savoir avec elle gratuitement. Elle ferait de même avec le monde entier. Il y a 3 mois, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une vieille dame de 87 ans, nommée Madame Bertrand, est apparue à l'entreprise, en demandant à voir la Simca verte. C'était la veuve du docteur Armand Bertrand, le propriétaire original de la voiture. Elle avait vu l'histoire sur les réseaux sociaux grâce à sa petite fille et voulait voir de ses propres yeux la voiture que son mari avait tant aimée. Roselyne l'a accueillie personnellement, l'a amenée devant la Simca et a regardé les larmes couler sur le visage ridé de la vieille dame. Madame Bertrand a raconté comment son mari parlait à cette voiture, comme si c'était une personne. Comment il passait des heures dans le garage, même quand la voiture ne fonctionnait plus. Comment, dans ces derniers jours, il avait fait promettre à sa femme que la voiture trouverait quelqu'un qui saurait l'apprécier. Roselyne a donné à Madame Bertrand le cahier technique que le docteur Armand avait laissé dans la voiture. La vieille dame l'a serré contre son cœur en sanglotant, reconnaissant l'écriture de son mari, ses petites notes affectueuses sur la voiture, son amour pour la mécanique. Elle a remercié Roselyne d'avoir donné une seconde vie non seulement à la voiture, mais aussi à la passion de son mari. Avant de partir, elle a dit quelque chose que personne dans l'entreprise n'oubliera jamais. Mon mari disait toujours que les grandes âmes reconnaissent les grandes âmes. Vous avez reconnu l'âme de cette voiture quand personne d'autre ne pouvait le faire. Vous êtes exactement la personne qu'Armand espérait trouver. Aujourd'hui, quand vous visitez Moreau et Dubois Restauration, vous voyez des femmes de tous âges, de toutes origines, travaillant avec compétence et fierté sur des voitures qui ont été abandonnées, oubliées, déclarées mortes. Vous voyez des moteurs qui ronronnent à nouveau, des chromes qui brillent, des peintures restaurées à la perfection. Mais surtout, vous voyez des visages qui rayonnent de confiance, des mains qui travaillent avec assurance, des voix qui parlent avec autorité technique. Ce sont des femmes qui ont été sous-estimées, moquées, découragées, mais qui ont trouvé ici un endroit où leur passion est valorisée, où leur compétence est respectée, où leurs rêves sont possibles. Maurice passe maintenant une partie de son temps à voyager dans les écoles, les universités et les conférences pour raconter son histoire, non pas comme un héros,
mais comme un avertissement vivant de ce que l'arrogance et le préjugé peuvent détruire. Il parle aux jeunes hommes qui pensent que leur genre leur donne automatiquement de la supériorité. Il parle aux pères qui découragent leurs filles de poursuivre des carrières non traditionnelles. Il parle aux dirigeants d'entreprises qui perpétuent des cultures de travail toxiques et sexistes. Son message est toujours le même. J'ai perdu ma fille à cause de mon arrogance. Ne perdez pas les vôtres. Écoutez-les, croyez en elles, donnez-leur les outils pour réussir dans ce qui les passionne vraiment. L'histoire de Roselyne et Maurice est maintenant enseignée dans des cours de gestion, d'éthique professionnelle et d'études de genre. Des étudiants écrivent des thèses sur comment une confrontation publique peut devenir un catalyseur de changement social. Des cinéastes indépendants ont fait des courts-métrages basés sur cette journée à la vente aux enchères. Des artistes ont peint la scène de Roselyne agenouillée devant la Simca, déterminée malgré l'humiliation. Cette image est devenue iconique, un symbole de résistance féminine face au patriarcat, de compétence face au doute, de dignité face à l'insulte. Mais pour Roselyne elle-même, rien de tout cela n'était le but. Elle ne voulait pas être un symbole ou une icône. Elle voulait juste honorer son grand-père, faire le travail qu'elle aimait et peut-être, juste peut-être, faciliter un peu le chemin pour les filles qui viendraient après elle. Quand des journalistes lui demandent si elle se considère comme une féministe ou une activiste, elle répond toujours la même chose. Je suis juste une mécanicienne qui aime les voitures classiques et qui croit que la compétence n'a pas de genre. Si ça fait de moi une féministe, alors d'accord, mais je préfère me définir par mon travail que par mes étiquettes politiques. Les soirs de semaine, après que tout le monde soit parti de l'entreprise, Roselyne reste souvent seule dans l'atelier. Elle s'assoit parfois dans la Simca verte, les mains sur le volant, et elle imagine son grand-père assis à côté d'elle. Elle lui raconte les progrès des apprentis, les restaurations réussies, les vies transformées. Elle lui dit qu'elle a tenu sa promesse de maintenir vivante la connaissance des voitures classiques françaises. Elle lui dit qu'elle est fière de ce qu'ils ont construit ensemble, même s'il n'est plus physiquement là pour le voir. Et dans ces moments de silence, entourée par l'odeur familière de graisse et d'huile de moteur, elle sent sa présence aussi clairement que lorsqu'elle avait 7 ans, et se tenait sur cette caisse en bois pour voir le moteur ouvert sur l'établi. La vie de Roselyne n'est pas devenue facile après cette journée à la vente aux enchères. Elle travaille toujours 12 heures par jour, ses mains sont toujours sales de graisse. Elle doit toujours prouver sa compétence à des gens qui doutent d'elle. Mais maintenant, elle ne le fait plus seule. Elle a une armée de jeunes femmes qui la regardent, qui apprennent d'elle, qui porteront son héritage encore plus loin. Elle a Maurice, qui, malgré son passé horrible, est devenu un allié sincère et un ami loyal. Elle a une entreprise qui change des vies, un fonds de bourse qui crée des opportunités et une histoire qui inspire des milliers de personnes. Et surtout, elle a la satisfaction profonde de savoir qu'elle a fait exactement ce que son grand-père espérait qu'elle ferait. Elle a laissé le moteur parler. Ce jour-là, à la vente aux enchères, quand la Simca a rugi à la vie après 8 ans de silence, ce n'était pas juste un moteur qui démarrait, c'était la voix de toutes les femmes qui avaient été silencieuses, ignorées, sous-estimées. C'était la voix de Monsieur Valentin, prouvant que son enseignement valait plus que n'importe quel diplôme. C'était la voix du docteur Armand, célébrant l'amour qu'il avait pour sa voiture. Et c'était la voix de Mélanie, enfin entendue à travers l'héritage qu'elle a laissé malgré sa mort tragique. Aujourd'hui, si vous traversez Lyon et que vous voyez une femme en bleu de travail bleu marine, les mains sales, de graisse, entrant ou sortant d'un atelier automobile, vous ne la regardez plus de la même façon. Peut-être qu'elle a été formée par Roselyne, peut-être qu'elle a été inspirée par son histoire, ou peut-être qu'elle est juste une femme compétente, faisant son travail, comme cela devrait toujours avoir été normal. Et c'est exactement le changement que Roselyne voulait créer, un monde où une femme mécanicienne n'est pas une curiosité ou une exception, mais simplement une professionnelle respectée pour ses compétences. L'histoire continue chaque jour dans cet atelier de Lyon,
avec chaque moteur restauré, chaque apprenti formé, chaque préjugé défié. C'est une histoire qui n'a pas vraiment de fin, parce que le travail n'est jamais terminé. Mais c'est une histoire d'espoir, de rédemption, de justice et surtout de la puissance transformatrice de croire en quelqu'un quand personne d'autre ne le fait. C'est l'héritage de Monsieur Valentin, transmis à Roselyne, partagé avec Maurice et maintenant offert à une nouvelle génération qui portera ses leçons encore plus loin dans un avenir que nous pouvons seulement imaginer, mais qui sera certainement meilleur grâce à leur travail.